nous offrons des mesures ciblées pour alléger l'inflation parce que c'est la bonne chose à faire. Mais pendant que la Banque du Canada lutte contre l'inflation, nous ne compliquerons pas son travail. Nous sommes compétissants et nous sommes aussi responsables. La ministre des Finances sur l'exercice d'équilibre qu'elle souhaitait accomplir jeudi dernier, aider de façon ciblée, sans alimenter l'inflation, en laissant la Banque du Canada faire son travail. Que doit-on retenir de l'énoncé économique de Chrystia Freeland? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel est absent cette semaine. C'est Hugo Lavallée qui se joint à nous. C'est notre nouvel analyste au Bureau parlementaire de Québec. Félicitations, Hugo. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci, bonjour. Je vais commencer avec vous, tiens, Hugo. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'énoncé économique de Mme Freeland? Puis est-ce qu'elle a atteint la cible qu'elle voulait atteindre? On a un peu l'impression que c'est un énoncé de transition. Pendant des années, on n'avait pas l'impression que c'était vraiment une priorité pour le gouvernement Trudeau, le retour à l'équilibre budgétaire. On dépensait sans trop compter. Il y a eu des signaux peut-être justement d'un certain resserrement au cours des dernières semaines. Mme Freeland qui parle de responsabilité fiscale. On se rend compte que justement, à trop dépenser d'argent, ici comme ailleurs, dans d'autres pays aussi, il y a un contre-coup justement. Et en même temps, il y a un mouvement dans ce sens-là, dans cet énoncé-là, mais quand même quelques dépenses. C'est quoi, près de la moitié là, des nouveaux revenus qui sont engagés dans de nouvelles dépenses. Donc, on voit qu'il y a une certaine transition. Mais par contre, ça, il faut le noter, là, il y a enfin une date de retour à l'équilibre budgétaire potentiel. Elle est lointaine. Il y a beaucoup de choses qui ont le temps de changer, évidemment, d'ici là. Mais on a l'impression qu'on a une volonté d'envoyer ce signal-là, justement. Donc, d'essayer de prendre ce virage-là d'une logique un peu plus dépensière vers une certaine forme de rigueur budgétaire. Peut-être un petit peu d'influence de M. Poilievre là-dedans, Chantal? Non, pas vraiment. Sérieusement. Oui, on a l'impression que les sondages, il y en avait un encore cette semaine d'Abacus qui montrait pas seulement que les conservateurs sont en avance dans les intentions de vote, ce qui a plus ou moins d'importance dans le moment, mais que sur les grands dossiers, santé, environnement, les libéraux s'en tiraient plutôt bien. Sur la gestion de l'économie, qui pourrait être la question de l'urne, ils sont quand même derrière les conservateurs et c'est une vraie marge. Donc, s'ils veulent faire une campagne contre Pierre Poilievre, c'est sûr que la mise à jour budgétaire leur a permis d'installer dans le calendrier une date au-delà de la prochaine campagne fédérale, en passant, où ils pourront dire, si vous nous donnez un autre mandat, on va équilibrer le budget en 27-28. Je ne sais pas si on va équilibrer le budget en 27-28. Si vous voulez mon avis, Mme Freeland ne sait pas non plus. Mais c'est loin d'être certain qu'en dans une campagne fédérale en 2024 ou 2025, on le saura plus. Donc, ça permet au gouvernement fédéral de se repositionner. Puis comme je suis une personne qui s'intéresse aux choses élémentaires, je note que le gouvernement survit à la mise à jour budgétaire. C'est un gouvernement minoritaire qui en a donc dépensé assez pour que le NPD, malgré tout ce que M. Singh dit depuis jeudi, le NPD continue à appuyer le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, on est bon sur ce front-là jusqu'au budget du printemps. Ouais, c'est vrai, M. Singh, toute la semaine, il n'y avait que de mauvais mots à l'endroit de l'énoncé économique pour finir par dire je vais l'appuyer quand même. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'exercice? Qu'on a fait le strict minimum du côté de Chrystia Freeland. On n'avait pas envie de sortir les feux d'artifice. Entre autres parce qu'on avait déjà fait une partie du travail avant, c'est-à-dire que doubler le crédit de TPS, allocation spéciale pour ceux qui ont de la difficulté à se loger. Ça, c'est des gros morceaux quand même. Là, puis ça avait été annoncé, adopté avant l'énoncé économique. Des mesures qui commencent à peine là, à être distribuées. Là. Les chèques sont envoyés là, au moment où on se parle. Donc, de rajouter une série de mesures plus importantes encore, ça aurait été peut-être un peu rapide. Donc, on a fait le strict minimum, ce qui est correct là, dans la mesure où, à un moment donné, on essaie de contrôler l'inflation. On ne sait pas à quel point la hausse des taux d'intérêt va vraiment percuter l'économie canadienne. C'est toujours à retardement. Parfois, on est mieux de se garder un peu de munitions, garder en réserve là, certaines mesures qu'on pourrait annoncer là, si jamais ça se dégrade au début de la nouvelle année. On n'était pas obligé de tout faire lors de cet énoncé économique-là et je pense que c'est correct. C'est ça. Il y a quand même un budget qui s'en vient normalement là, plus tard. Ben oui, c'est ça. On peut encore mettre de nouvelles mesures là-dedans. On va voir ce qui va se passer. Oui, Chantal?
Oui, et dans nouvelle mesure, comprenez les provinces qui ont écouté et regardé tout ça en se disant, nous, on veut négocier une nouvelle entente sur le financement de la santé avant le prochain budget. Alors, vous n'entendrez pas beaucoup de premiers ministres de province dire, elle n'a pas assez dépensé cette semaine, parce qu'eux Non. veulent qu'il reste de l'argent pour eux. Oui, non, effectivement. D'ailleurs, la conversation sur la santé commence avec M. Duclos et ses homologues cette semaine, là, justement. Alors, on va reparler de santé. On va faire un saut à Québec. Il se passe encore des choses chez les libéraux. Le leadership de Mme Anglade, ça va pas très bien. Je vais vous faire entendre 2 extraits qui résument bien la semaine qu'elle a eue, puis ensuite, je vous reviens. Ça a été trop loin parce qu'on voit bien les résultats. On voit bien que ça a été trop loin. Puis je pense qu'il faut le reconnaître et dire, bien, on envoie un message d'une main tendue. Moi, j'ai une main tendue à Marie-Claude. Elle prend clairement pas les bonnes décisions. Elle est vraiment mal conseillée aussi. Là, Dominique n'a plus le leadership pour être à la tête du Parti libéral du Québec. Bon, alors, ça, c'était... La semaine dernière, on en avait parlé. Madame Nichols avait été expulsée pour des raisons qui étaient un peu... qui semblaient un peu nébuleuses, ou en tout cas pas particulièrement valides quand on en parlait. Cette semaine, on a tendu la main n'a pas été agrippée. Alec, où est-ce que ça laisse Mme Anglade, tout ça? Vous avez entendu Mme Nichols dire elle est mal conseillée. Ça, c'est le mot gentil pour dire elle a manqué de jugement. Parce qu'un chef, normalement, aurait dû savoir que d'expulser une députée pour une raison aussi légère, ensuite lui tendre la main sans vraiment s'excuser, n'allait pas vraiment fonctionner. On n'allait pas ramener Mme Nichols avec cette tactique-là. Donc, on a manqué de jugement du côté de Dominique Anglade et c'est ça qui nuit à son leadership. C'est le fait que ceux qui sont déjà incertains de savoir si c'est la bonne personne se disent, bon, pour une notion aussi élémentaire que la gestion de son caucus, elle l'a vraiment échappé. Qu'est-ce que ça va être quand ça va se corser pour vrai? Et là, il y a des gens qui se sont mis, qui étaient peut-être assis sur la clôture et qui se sont mis résolument dans le camp de non, ça ne peut pas continuer. Des anciens candidats, des anciens présidents du parti, donc des gens qui ont quand même une certaine influence. Moi, j'ai reçu à mon émission Jean Damour, ancien député libéral de Rivière-du-Loup pendant longtemps, ancien président du parti. On lui a parlé un peu plus tôt, Oui, qui disait si elle se présente à une course dans un vote de confiance, elle doit obtenir 90 % et actuellement, elle est très loin d'un 90 % Donc, c'est pas tout de vouloir avoir un vote de confiance rapidement. Encore faut-il le gagner, être organisé pour le gagner, avoir des organisateurs. Il y a beaucoup de comtés orphelins maintenant, qu'il n'y a plus de libéraux, plus de présidence, plus d'associations. Non, c'est tout un navire là, que Mme Dominique Anglade conduit qui est en perdition. Bon. Chantal, puis ensuite Hugo. Chantal. Bon, si Thomas Mulcair, à l'époque, avait eu autant de signaux que Dominique Anglade depuis 2 semaines, il ne serait pas rendu au vote de confiance qu'il a perdu parce qu'il aurait compris ce qui allait arriver puis il aurait démissionné. Il serait épargné l'humiliation. Et, je vous rappellerai, il l'a perdu en l'absence de signaux aussi probants. Alors, de penser qu'on va changer cette situation-là et changer surtout l'image qui est maintenant vraiment bien installée dans l'opinion publique de perdante de Dominique Anglade, oubliez ça, il n'y a pas de miracle en politique et il n'y en aura pas là. Non. Hugo, Mme Anglade, elle donne l'impression de vouloir s'accrocher. Combien de temps ça peut durer? Bien, ça, c'est toute la question. En fait, ça revient à demander combien de temps est-ce que Mme Anglade est prête à souffrir, hein? Parce que visiblement, c'est pas facile puis ça s'améliorera pas. On nous dit en coulisses que justement, elle est très forte, très résiliente. Elle pense peut-être pouvoir renverser la vapeur là, avec la reprise des travaux parlementaires qui est prévue à la fin du mois de novembre. Bonne chance, là. Ça ne sera pas facile, effectivement, de renverser cette image-là. Et puis, c'est comme si c'était venu un peu symboliser tout ce que les gens reprochent à Mme Anglade au sein du Parti libéral là, depuis qu'elle a été élue chef. Le fait qu'elle ait de la difficulté à gérer le caucus, c'est pas nouveau. On en parlait déjà un peu moins, mais sous l'ancienne législature. Le fait qu'elle avait fait un peu le vide autour d'elle, avait mis de côté là, des conseillers d'expérience qui étaient là depuis longtemps, qui peut-être, justement, dans ce genre de situation-là, auraient pu la conseiller, auraient peut-être pu lui faire valoir que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça de nommer Mme Nichols vice-présidente, hein, parce qu'on sait que les 2 femmes ne s'entendaient pas très bien. Ça leur aurait permis de la neutraliser pendant les prochaines années. Donc, maintenant que le train de la contestation est parti, effectivement, ça va être très difficile de l'arrêter. Les collègues l'ont bien souligné. Là, on parlait avec des gens ces dernières semaines. On sentait des fois un peu d'ambivalence, d'hésitation. Là, tous ceux qui hésitaient
ont fait leur choix, disent qu'ils vont voter contre le leadership de Mme Anglade. Et on a l'impression que peu importe le moment, visiblement, où ça va se tenir, ça n'aura pas une si grande influence sur le résultat final parce que dans bien des circonscriptions, effectivement, les deux camps vont partir un peu de zéro, là, tellement le parti, justement, compte plus de membres. Il va falloir vendre des cartes là, de part et d'autre pour essayer peut-être de trouver des délégués favorables à un camp ou l'autre. Ça va être toute une aventure. Madame Anglade, oui, durant la campagne, on l'a beaucoup dit, elle était résiliente et tout ça, mais disons que cette semaine, on la sentait déjà un peu plus fatiguée, éprouvée de tout ça. Peut-être un petit peu plus chancelante, mais toujours résolue. La photo de son caucus sur Twitter, elle prépare la session. On verra comment ça va se dérouler. L'autre dossier qui a retenu beaucoup d'attention cette semaine, c'est l'utilisation de la disposition dérogatoire par le gouvernement Ford en Ontario. C'est pas la première fois. On l'a vu au Québec aussi, ça a été utilisé par l'administration Legault. Dans ce cas-ci, on l'a mis dans une loi pour imposer des conditions de travail aux employés du secteur de l'éducation en Ontario. Chantal, je commence avec vous. Qu'est-ce que ça change au débat que ça a été utilisé dans ces circonstances-là? Qu'est-ce que ça fait à Ottawa? Ça change la donne de toutes sortes de façons. La première façon dont ça change la donne, c'est que le mouvement syndical canadien, toutes provinces confondues, considère que ce que M. Ford a fait en soustrayant une loi de retour au travail de l'application de la Charte des droits, c'est une menace existentielle au processus de négociation collective et au droit de grève. Ça s'était jamais produit au Canada. Et on a souvent renvoyé des grévistes ou empêché des gens de faire la grève avec des lois. Mais on n'a jamais suspendu les droits syndicaux et les droits d'association qui sont contenus dans la Charte des droits. Donc, mobilisation. Cette mobilisation-là, ça amène notamment le NPD à faire pression beaucoup plus vigoureusement sur le gouvernement de Justin Trudeau pour qu'il soit plus proactif dans le dossier de l'utilisation ou de la bonne ou mauvaise utilisation de la clause de dérogation. Le gouvernement de Justin Trudeau avait comme position jusqu'à présent, parce que le débat était déjà commencé à cause de la loi 21 et de la loi 96 au Québec et de l'utilisation de la clause de façon préventive dans les deux cas, avait dit on va laisser les choses se passer et faire leur chemin dans le système de justice au Québec et on va intervenir en Cour suprême pour donner notre point de vue là-dessus. Je crois que maintenant, on va assister à un virage. Pourquoi? Parce que politiquement, pour le gouvernement de Justin Trudeau, c'est ou bien beaucoup plus attirant ou bien beaucoup plus facile, en tout cas moins difficile, de dire on va y aller, nous, en Cour suprême, et on va poser la question, on va accélérer l'obtention d'une réponse maintenant qu'on parle de droits syndicaux que quand c'était une question qui touchait des lois identitaires au Québec. Alors, je serais pas étonné, moi, qu'une journée, dans les prochaines semaines, M. Trudeau, M. Lametti, le ministre de la Justice, nous annoncent qu'ils vont poser une série de questions à la Cour suprême sur la bonne ou la moins bonne utilisation de la clause non-obstant, avec l'idée que la Cour peut-être, il n'y a pas de garantie, là, mais que la Cour peut-être donne une réponse qui va dans le sens d'encadrer davantage l'utilisation de cette clause. On ne peut pas présumer de la réponse, mais c'est sûr qu'il y a un prétexte pour poser la question. Alec, qu'est-ce que ça change pour vous? Bien, ça pourrait changer beaucoup de choses parce que, comme vient de le dire Chantal, on utilise le cadre ontarien, probablement, là, parce que je suis assez d'accord avec Chantal. Je pense qu'Ottawa va trouver une manière de faire un renvoi à la Cour suprême rapidement pour pouvoir éclaircir ce dossier-là. On utilise le cadre ontarien, mais il va s'appliquer ailleurs, ce cadre-là. Si la Cour suprême se prononce, décide d'encadrer l'utilisation préventive de la clause dérogatoire ou de la disposition de dérogation, ça va toucher les autres provinces. Ça va toucher le Québec aussi, où on l'a déjà utilisé à plusieurs reprises de manière préventive, cette disposition-là. Aussi récemment que la loi 21 sur la laïcité, loi 96 sur la réforme de la Charte de la langue française, puis on l'a utilisé à d'autres moments. Et on sent à Ottawa déjà qu'on était agacé par cette utilisation-là, mais le cadre était peut-être trop complexe. Juste la notion de dialogue entre le judiciaire, le législatif, l'exécutif, on n'aime pas beaucoup qu'on puisse utiliser cette clause-là de manière préventive. Là, si on l'a plus, certaines provinces commencent à l'appliquer pour des relations de travail. Écoutez, mettre ça dans une loi alors que la grève n'est même pas déclenchée encore du côté des employés de soutien des écoles en Ontario, on se dit ça va très, très loin. Alors, je comprends le milieu syndical d'être debout dans son café puis de vouloir encadrer ça, mais le résultat, c'est qu'on va encadrer peut-être pas mal plus large que les relations de travail si la Cour suprême se prononce là-dessus. On vient d'ouvrir toute une boîte de Pandore du côté de Doug Ford. Je ne sais pas si on l'avait calculé, j'en doute,
Mais on vient d'ouvrir tout un débat, là. Oui, parce qu'il faut-il le rappeler, c'est pas une loi de retour au travail. On impose des conditions de travail. Hugo, est-ce qu'on surveille ça? Il nous reste une quarantaine de secondes. Est-ce qu'on surveille ça attentivement à Québec? Ah oui, absolument, parce que le recours à la disposition de dérogation, ça fait partie un peu de l'attirail nationaliste que la CAQ, effectivement, a mis de l'avant ces dernières années. Alec mentionnait ces deux exemples de la loi 21 et 96. Et donc, on fait valoir qu'on a utilisé la disposition dans ces deux cas-là, justement, pour préserver des droits collectifs de la nation québécoise. Et donc, ce n'était pas pour des raisons triviales, mais pour véritablement des raisons fondamentales. Et là, de voir la Cour suprême possiblement venir baliser ça, bien, ça peut être tout un casse-tête. En même temps, il faut voir la véritable façon de s'en débarrasser, si c'est ça que le gouvernement fédéral souhaite ou de baliser, ce serait d'y aller d'un amendement constitutionnel. On a l'impression, évidemment, qu'on essaie de trouver une façon... oui, mais il n'y a pas d'appui pour ça. Ben non, effectivement. Donc, on essaie d'y aller d'une C'est impossible. Impossible, certainement, mais là où je veux en venir, c'est que le gouvernement du Québec voit d'un mauvais œil, justement, une façon indirecte d'essayer de neutraliser cette clause-là, justement, alors qu'elle fait partie de la Constitution dans l'état actuel des choses, puis justement qu'on voulait en faire un usage un peu plus grand, sans doute, au cours des prochaines années. Le renvoi est clairement une meilleure façon. Chantal, rapidement. Non, on sourit, mais c'est pas à cause de ce que Hugo dit, c'est parce que si M. Trudeau appelait ses meilleurs amis, la première ministre de l'Alberta, le premier ministre de l'Ontario, François Legault, les convoquait à une conférence constitutionnelle en leur disant « Mes amis, on va se débarrasser de la clause non-obstant, on va amender la Constitution », la rencontre ne durerait pas longtemps. Pas besoin d'arrêter les moteurs des avions des premiers ministres qui repartiraient dans la demi-heure. Il n'y a pas d'appui provincial suffisant pour amender la Constitution, pour en soustraire la clause non-obstant. Bon, commençons par voir si ça va effectivement se ramasser devant la Cour suprême, mais tout le monde semble assez convaincu qu'on s'en va vers ça. On va reparler probablement. Alec, Chantal, Hugo, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.